Cette semaine, en fait, je fais un spécial. L'année passée, je faisais tout le temps des entrevues de la semaine. Cette année, à date, il n'avait pas eu. Mais je veux finir la saison de l'édition football du podcast Bulletin sportif en force. Je voulais recevoir un champion, puis on en reçoit tout un. Kalen Saint-Cyr est avec nous. En fait, Kalen Smith Saint-Cyr. Je sais que tout le monde t'appelle Kalen Saint-Cyr, mais salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Je reviens là-dessus. Est-ce qu'il faut dire Kalen Smith Saint-Cyr ou Kalen Saint-Cyr, c'est juste parce que le monde a voulu raccourcir ça malgré toi? Comment tu... Disons que dans mon passeport, il y a le Smith. C'est vraiment, okay. c'est mon middle name. J'ai mon nom de famille Saint-Cyr officiel à cause de ma mère Véronique Saint-Cyr. C'est elle qui m'a élevé, mais en même temps, elle voulait quand même donner le nom de famille à mon père, Smith, surtout que... Disons qu'à ce temps-ci, dans ma carrière, c'est quand même utile d'avoir des gènes de Irvin Smith. Ben exact, on a vu ça. Puis, tu sais, je pense qu'il y avait un élément important justement à la Coupe Vanier du fait que les gens, même au niveau médiatique, en ont parlé. Hey, Irv Smith est là. Je pense que ça a amené un petit hype de plus, ça a amené un petit quelque chose. Ceci dit, au-delà de la présence de quelqu'un qui a marqué le foot au Québec, il y avait vous autres sur le terrain, puis maintenant c'est à ton tour, à quelque part, à ta manière de marquer le football au Québec. Parle-moi de ça, cette magnifique saison, puis surtout, je suis content d'avoir un gars de la défense parce que on a énormément parlé de Jonathan Sénécal, et avec raison, c'est un grand joueur de foot. Mais quelle grande défense vous étiez cette saison. Et je pense sincèrement, évidemment, je pense que c'est une évidence là, que tu étais un des piliers, il y en avait plusieurs, tu étais un des piliers de ça. Comment vous avez vécu ça? C'est quoi la différence de ce que vous étiez cette année, admettons, par rapport aux 2 dernières années? C'est quoi ça? Parle-moi de ça, de l'interne, de c'est quoi cette défense des Carabins de l'Université de Montréal? Ben, c'est sûr que je vais débuter en levant mon chapeau à Jonathan Sénécal. On parle beaucoup de lui, puis à plusieurs occasions, il y a vraiment une note back, puis tout ça. Fait que c'est un joueur tellement talentueux. Mais je pense qu'à la défensive, on l'a toujours dit, puis c'est une phrase qui est connue partout dans le football, defense win championship. Fait que je pense que c'est vraiment la mentalité qu'on est arrivé, on a approché cette saison-ci, on était capable d'avoir un point de maturité où que les joueurs qui étaient à la défensive, c'était vraiment des joueurs établis d'expérience, soit de 2e ou 3e année, ou même moi, 5e année, Bruno, 6e année. Fait que c'est vraiment, je pense que il y a eu un niveau de maturité, puis avec les dernières années où on a eu plusieurs défaites crève-cœur, on a vraiment flip mentalement qu'on se l'est dit comme, hey, c'est vraiment rendu à notre tour. C'est comme ça qu'on a approché la saison, puis qu'on a approché vraiment chaque game, chaque pratique, comme on n'est plus ici pour niaiser, là. Comment justement, parce que tu sais, ça devient un peu, moi je pourrais dire, c'est quasiment pas une caricature, ça devient, presque. On se demande ce que ça veut dire, là. On apprend dans la défaite. Comment, justement, on retire? Qu'est-ce qu'on retire à part de « je suis tanné d'être frustré, d'être déçu », qu'est-ce que, concrètement, tu peux dire « OK, j'ai perdu la Dunsmore d'avant parce qu'on n'a pas kické out le ballon sur un jeu assez bizarre parce qu'à la fin, il finit par en étant bizarre, mais je veux dire, ça reste un jeu, OK, un placement raté, puis bon, ça se passe comme ça se passe, puis vous finissez une saison là-dessus. L'autre année d'avant, c'est contre Saskatchewan, puis sur le dernier jeu du match, où à peu près vous perdez là. Comment tu peux dire, OK, on apprend de ça? Dans le fond, tu apprends à quoi? Comme je te dis, à part de dire, je sais c'est quoi être frustré, qu'est-ce qui change? Personnellement, je pense qu'on a vraiment eu une grande réflexion sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Fait que, on se l'est dit, puis je pense que c'est quelque chose que à chaque jour, on se le répétait, on l'écrivait, on faisait des pratiques mentales pour justement avoir, à place d'avoir une frustration par rapport à nos défaites puis par rapport à nos performances des années passées, on a transitionné ça en motivation. Fait que je pense qu'on a vraiment été capable d'apprendre de nos erreurs. Puis je pense avec tout ça, ça nous a motivés. Puis ça a vraiment créé un sentiment de hargne puis de rage à l'intérieur de nous qui a vraiment été exposé à chaque game, à chaque jeu. Je pense que ça se voyait vraiment que on jouait avec un purpose, avec un but. Puis je pense que c'est vraiment ça qui nous a aidé à
partir le train puis plus jamais regarder en arrière. Un gars comme toi qui en arrivait à la fin avec Bruno Lagacé à côté, là, tu te dis, OK, c'est ma dernière chance là, de la gagner, la Vanier. Fait que, tu sais, d'aller jusqu'au bout parce que on comprend très bien que oui, c'est le fun à Dunsmore pour la rivalité, mais il y a quelque chose de plus à aller chercher. Tu sais, c'est clair que c'est pas fini une fois que tu as ça. Comment ce sentiment d'urgence-là, vous êtes capable de le transmettre à d'autres gars qui sont deuxième, troisième année, justement, qui sont très talentueux et tout, mais toi, tu as un sentiment d'urgence qui est différent d'eux autres. Toi, tu ne pourras pas recommencer. Comment tu arrives à transmettre ça ou as-tu besoin de transmettre ça justement aux autres? Je pense que justement la façon qu'on a approché la période d'éliminatoire, les séries éliminatoires, était complètement différente des autres. Nous, on se l'est dit, dès que la saison régulière a fini, hey, oui, on a fini premier, mais it's in the past. Ça l'a rien fait. Puis je pense que le fait que on ait perdu l'année passée, on avait le sentiment qu'on n'avait vraiment rien prouvé. On n'avait absolument rien prouvé à personne. Quand on est rentré en série éliminatoire, on se le dit, hey, on a 4 étapes. 4 chapitres, on y va une étape à la fois. Puis je pense que, comme tu le dis, c'est comme s'il y avait une tic-tac, notre temps il est compté, surtout pour moi puis Bruno, que ça fait tellement longtemps qu'on joue ensemble. Puis je pense que c'est pas un sentiment d'urgence qu'on a établi dans l'équipe. Je pense que c'était vraiment une question mutuelle. Je pense que les gars réalisaient l'enjeu qui était présent pour les vétérans comme moi puis Bruno. Puis oui, c'est sûr que ça trotte dans notre tête à cause qu'on se dit, hey, c'est vraiment notre dernière chance, c'est notre dernière ride avec les Carabins. Puis je pense que tous les joueurs, défense, offense, special team, les 100 joueurs qui pratiquent à chaque jour, je pense qu'ils ont eu le même sentiment que nous, on vivait. Je pense que les gars ont vraiment joué, puis se sont appliqués, puis se sont donnés comme si eux-mêmes, c'était leur dernière ride avec eux. Fait que je pense que, surtout pour moi puis Bruno, que c'est vraiment les derniers moments avec les Carabins. On en a juste profité au maximum, puis on a vraiment vu dans la réaction des gars, puis dans l'implication des gars qu'il y avait le même sentiment que nous, qu'il y a plus de lendemain. On joue vraiment comme si c'était tout le monde notre dernière game, puis je pense que ça s'est quand même prouvé dans notre conquête de la Vanier. Il y a plusieurs personnes, dont les gars qui font le podcast avec moi, qui ont dit le MVP de cette année, c'est Denis Touchette ou le Denis Touchette gagne ou comment est-ce que Denis Touchette est arrivé à quelque chose de différent cette année ou qu'est-ce qu'il a ajusté ou bref, y a-t-il besoin même d'ajuster des choses? Qu'est-ce qui fait que Denis Touchette il trouve le moyen de faire en sorte que, à quelque part, les gens le voient comme, OK, il a même transcendé ça. C'est rare là, qu'un DC, le monde va dire, hey, parce qu'il y avait du talent pas à peu près dans votre équipe. Mais le monde, quand même, va dire, non, ce que lui a fait, c'est malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Que vous faisiez, vous autres, dans votre défense, qui rendait ça si spécial, puis qui fait que, OK, il faut lever son chapeau à Denis Touchette, vraiment. Là. C'est quelque chose c'est presque même pas concret. On a vu que son approche par rapport à la saison était complètement différente. C'est pas nécessairement par rapport au jeu, par rapport aux tactiques, par rapport au play calling. Je pense que c'est vraiment comment il a attaqué la saison, puis on a été capable de voir à quel point il était impliqué, qu'il nous aimait, puis qu'il était prêt à tout faire pour nous. Tu sais, à plusieurs occasions dans les meetings, il devenait émotif, puis c'est là qu'on a vraiment réalisé que, hey, il veut autant que nous gagner ça. Puis je pense que c'est vraiment par rapport à ça, parce que on va se le dire, Denis Touchette, c'est un des meilleurs DC ever. Puis je pense qu'il l'a prouvé. Il l'a prouvé cette année que c'est vraiment dans l'histoire le meilleur ou dans les meilleurs DC. Puis je pense que c'est vraiment ça qui nous a naturellement donné le goût de sauter à pieds joints là-dedans. On a été dans un projet que on n'était pas trop sûr à cause qu'il nous l'a dit dès le début de la saison. On va faire quelque chose cette année que personne d'autre va être capable de faire. Puis ça va être difficile. Il va y avoir des hauts, des bas. Puis nous, il nous a approché la saison en disant, on va avoir 2 défensives complètement séparées en étant unies. On s'entend que dans le football canadien ou même en général, souvent les défensives vont jouer une 30. 3 D-line, 4 linebackers. Ou vice-versa, il y a d'autres équipes qui vont faire une 40. Fait 4 D-line, 3 linebackers. Nous, Denis est arrivé puis il nous a dit vraiment straight to the face, hey,
on va faire les deux. Donc, souvent, les équipes vont faire deuxième et long, on va mettre une 30 plus de linebacker, tout ça. Denis a dit, c'est nous qui va dicter qu'est-ce qu'on va faire à la place de vice-versa, parce que souvent, les défensifs vont faire, on va s'ajuster à l'offense. Qu'est-ce qu'ils font? Nous, on va s'ajuster. Denis a dit, c'est nous les big dogs. C'est nous qui va décider. Fait qu'on soit en deuxième et long, amène une 40. Qu'on soit en 2 et 1, amène une 30. Fait que je pense que c'est vraiment sa mentalité qui nous a dit, hey, c'est nous qui décide, c'est nous qui va dicter le jeu, puis c'est nous qui va faire les jeux, justement. Puis je pense que avec cette mentalité-là, puis cette perspective-là, tout le monde était bouche bée, mais inspiré par tout ça. Je trouve ça le fun. J'ai entendu, puis moi, je suis pas un expert de X et O. Quand on me les explique, je les comprends, mais c'est pas moi qui pourrais monter un playbook. Mais il reste que j'ai compris aussi qu'il y avait des moments, puis tu disais, tu sais, ça allait être difficile, puis explique-moi là, tu sais, à quel point vous autres, vous aviez besoin de lire des situations, puis dire, OK, normalement, je suis supposé jouer man, mais à cause que je vois ce qui se passe là, je parle à mon partenaire dans ce cas-ci, mettons dans ton cas, Bruno, fais un signe ici. Non, là, ce coup-là, c'est zone où je vais jouer semi, je vais y bêter que je fais ça, mais Mais c'est pas nécessairement ça qui était scripté, c'est juste qu'on vient de voir de quoi, puis on vient de décider de jouer ça. Tu sais, j'ai compris qu'il y avait de ça dans votre façon de jouer. Jusqu'à quel point c'était ça, de un, puis à quel point, justement, c'est difficile. Puis quel type de gars ça prend pour jouer une game de même? À quel point il faut être un vétéran, justement, ou à quel point il faut être... tu sais, parce que ça prend d'abord un gars du monde très intelligent là, pour le faire. Fait explique-moi un peu cette façon de jouer en défensive. Je pense que, comme tu l'as mentionné, Denis nous l'a dit dès le début que ça allait être extrêmement difficile. Mais au point, quand on va atteindre notre objectif, puis on va atteindre vraiment qu'est-ce qu'on veut accomplir, ça va tellement être facile d'une façon. Pour se rendre là, ça va être difficile, mais quand on va être capable de vraiment être apte à coller nos propres affaires, parce que Denis nous l'a dit, oui, ça va être difficile, oui, tout ça, mais lorsqu'on va avoir atteint ce point-là, il nous donne carte blanche. Fait que, tu sais, c'est quasiment jamais arrivé ou c'est extrêmement rare qu'il y a un coach défensif qui colle un jeu, il nous donne une base de jeu. Après, rendu sur le jeu, on parle à ci, on parle à ça. OK, on va faire ci, on va faire ça. Même chose pour exemple, les stuns des linebackers, les stuns des D-line, les blitz des linebackers, puis même les coverages pour les demi-défensifs. Oui, on peut voir quelque chose, il va coller quelque chose. Après ça, tu vas voir, OK, on voit ci, OK, on va faire ci, on va faire ça. Fait en plus que ça mélange notre propre équipe, fait que ça mélange encore plus l'autre équipe à cause que même nos coachs, ils savent pas qu'est-ce qu'on va faire. Fait imagine l'autre équipe en face de nous qui pense qu'on va faire quelque chose, finalement, on va faire quelque chose d'autre. On va faire quelque chose d'autre. Puis je pense que la confiance que Denis avait dans notre équipe était remarquable à cause que il faut quand même avoir de la confiance dans ses joueurs puis savoir que les joueurs sont assez intelligents pour faire des modifications de jeu pendant le jeu puis quand même avoir confiance que hey, mes gars vont faire leur job. C'est ça qui est important. Puis je pense que le fait que à la défensive on soit tellement unis puis tellement proches puis qu'on ait tellement confiance les uns en l'autre, ça a rendu le processus difficile, mais les résultats faciles. Je sais pas si ça fait du sens. Je comprends qu'une fois que vous l'avez maîtrisé, c'est devenu justement, tu as vu à quel point c'était plus facile d'obtenir des résultats justement du fait que vous aviez maîtrisé le concept ou en tout cas les concepts qui venaient avec. Dirais-tu que c'est justement à cause de ça que tu as réussi ton interception à la Dunsmore? Est-ce que c'est justement une situation comme celle-là où tu as choisi de jouer le jeu de cette façon-là qui t'a mené à ça ou c'est un cas comme ça justement? Effectivement, je pense que c'était quelques éléments qui ont fait en sorte que j'ai pu avoir cette opportunité-là. Tu sais, c'est sûr que Dunsmore Week, tu sais, la finale provinciale, oui, on se l'est dit, c'est la 2e étape sur 4, mais on doit franchir chaque chapitre pour se rendre au prochain. Fait on se l'est dit, chaque game en ce moment, c'est la game la plus importante de la saison. Oui, qu'on ait une pensée à long terme, oui, on veut se rendre justement au trophée ultime. On se l'est dit que c'était vraiment la game la plus importante, puis malgré que j'étais à l'école, disons que j'étudiais un peu beaucoup le foot en classe aussi. Mais je pense que
j'ai fait énormément de tape puis de l'étude de vidéo sur ça. Puis, je me souviens, par rapport à l'alignement du joueur, surtout que Mittal, il était rarement numéro 1. Je l'ai vu qu'il était quand même rapproché de la ligne. Fait que plus il est rapproché, moi, dans ma tête, ça sonne des cloches qu'il y a plus d'espace à l'extérieur. Fait que je me dis, il y a une grande chance qu'il aille vers l'extérieur. Puis, avec le jeu avec Bruno, normalement, moi, selon un certain coverage, je dois regarder le numéro 2. J'ai regardé Bruno, je dis non, on lock ça, tu gardes ton gars, moi je garde mon gars. Puis comme de fait, ça a été payant parce que quand je l'ai vu arriver, on le voit sur le tape, puis les reprises vidéo que je fais ma cote, je fais mon changement de direction avant même que le receveur le fasse. Ça fait que tout le monde m'en parle tout le temps qu'ils sont comme t'es bien malade, tout ça, mais je pense que c'est vraiment la mentalité avec laquelle Denis, il voulait qu'on approche cette game-là, puis qu'on approche notre défensive, que hey, on y va all out, puis comme que tu fasses une erreur, fine, ça arrive à tout le monde, mais si t'es pour faire une erreur, t'as fait à 110%. Puis je pense que c'est exactement ça qui est arrivé à cause que, pour être honnête entre moi puis toi, puis les personnes qui vont voir ça, si c'était un out and up, moi, j'étais complètement hors du jeu, on va se le dire. C'est cool, ça veut dire que tu sais, dans le fond, Denis Puchette, la confiance qu'il y avait dans le système qu'il vous donnait, puis la confiance en vous autres, c'est transmis à vous autres. Vous aviez tellement confiance dans ce que vous aviez en tête que, justement, comme tu dis, tu fais ta cote avant même que Mittal la fasse parce que dans ta tête, c'est sûr que c'est ça. C'est exactement comme à l'école. Tu dis non, regarde, j'ai même pas besoin de finir de lire la question, je connais la réponse. Exact. Je commence déjà à l'écrire. Exact, exact. Avoir joué, parce que je vais revenir un peu dans le passé, Mittal, c'est un cas en particulier. Puis Mittal, tu as même joué contre lui au cégep. Tu étais à Vanier, il était à Grasset. Je ne sais pas si c'était toi qui avais Mittal ou bien si c'était Labrosse ou si ça dépendait des situations, mais il reste que ça fait longtemps que tu affrontes le gars. Est-ce que c'est le joueur le plus dominant ou est-ce que c'est le meilleur joueur que tu as affronté ou le plus dur? Parce que des fois, il peut être le meilleur sans être le plus dur ou l'inverse ou vice-versa. C'est le plus dur parce qu'il est dur à lire, mais tu sais, il n'y a peut-être pas les skills d'un autre. Est-ce que c'est Mittal le meilleur joueur que tu as affronté ou sinon, c'est qui? Je crois que je dois lui donner tout son crédit. Pour vrai, il est vraiment très talentueux. Puis moi, puis lui, malgré la rivalité, on se connaît depuis le secondaire. Fait comme c'est une bonne rivalité amicale qui est comme oui, on se parle un peu, mais à la fin de la journée, on se regarde puis on rit à cause que tu sais, les deux on joue au football, les deux on a du plaisir sans lui enlever son crédit. Personnellement, malgré que ça fait des années que je joue contre, je pense pas que c'est le meilleur joueur que j'aille jouer contre. Puis don't get me wrong, c'est un des meilleurs joueurs talentueux au pays que j'ai jamais joué contre. Mais je pense que avec le nombre d'années que tu joues contre, t'es comme capable de catcher quelques hints, quelques si. Puis tu sais, moi puis lui, ça va toujours être une bonne battle. Oui, il va m'avoir des fois, moi je vais l'avoir des fois. Puis je pense que c'est ça le football. Tu sais, on peut pas gagner toutes nos reps. Je pense que moi personnellement, le joueur que j'ai le plus de difficultés à jouer contre, c'est Hassan Dosso. Hassan Dosso, pour vrai, je pense que malgré, avec toutes les difficultés qu'il a vécues à travers les blessures, à travers je pense que c'est vraiment un gars il est tellement talentueux, puis je pense qu'il est vraiment undervalued. J'ai la chance de pratiquer contre lui chaque jour. Chaque pratique, c'est moi contre lui. Dès qu'il y a des gros one-on-one, tout le monde nous regarde à cause qu'ils savent que c'est vraiment ça le match-up que tout le monde veut voir. Talent contre talent, joueur contre joueur, c'est vraiment quelque chose de plaisant à voir. Si, exemple, t'es passionné du football, puis je pense que ce joueur-là est extrêmement talentueux. Je dois donner aussi du crédit à Simmons de McGill. Le numéro 10, pour vrai, vraiment une bonne personne. J'aime ça lui parler aussi. On est amis, tout ça. Même chose, même relation un peu comme Mittal. Ça fait pas autant longtemps qu'on se connaît, mais comme, exemple, on se croise, il y a vraiment aucun problème. On est capable de rire, on est capable d'avoir du fun ensemble, tout ça. Puis je pense que, honnêtement,
mon top 3, ça serait vraiment ça. Je pense que ça serait Dosso, Simmons, Mittal. C'est sûr que Mittal, j'ai pas eu nécessairement énormément de jouer contre lui universitaire, à cause qu'on s'entend qu'il était plus un receveur inséré. Fait que c'est Bruno, la plupart du temps, qui était devant lui, justement. Mais je pense que les peu de fois ou les quelques fois que j'ai été contre lui, oui, il m'a eu à quelques occasions, puis j'ai pas peur de le dire. On s'entend que n'importe quel joueur doit admettre. Mais je pense que personnellement, par rapport en étant un demi-coin corner, receveur éloigné numéro 1, je mettrais Dosso. C'est juste que c'est normal à cause que Mittal, c'est un receveur inséré. Fait que c'est normal que quand il était à l'extérieur, comme receveur éloigné, il soit pas nécessairement dans son élément. Fait que je pense que c'est plus pour ça que je vais plus pencher vers Dosso à cause que lui a plus d'expérience à cette position-là comparé à Mittal. Tu parlais de Dosso en disant qu'il est peut-être sous-évalué ou à quel point, justement, puis évidemment, je ne veux pas te mettre dans une drôle de position, mais entre nous autres, on se jasait de ça, puis on se disait, Dosso n'était pas là dans les éliminatoires, puis on a vu Jonathan, justement, peut-être avoir un peu moins de stats, ou en tout cas, plus de difficultés à trouver la menace verticale ou à trouver ça. À quel point, justement, la différence, tu sais, Dosso est tellement fort que tu ne remplaces pas, justement, Dosso juste par n'importe quel autre gars, si talentueux soit-il. Est-ce que c'est la preuve, justement, à quel point Dosso est fort? Ou, tu sais, comment on voit ça, justement? Ou c'est juste parce que c'est Dosso qui est là, puis il y a moins de monde qui pratique avec lui, puis que lui, avec le temps, il a développé une chimie avec Jonathan que les autres n'ont peut-être pas. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile. Ou c'est vraiment parce que Dosso est tellement bon que le monde ne comprend pas que tu ne le remplaces pas comme ça, justement? Je pense que c'est un mélange de beaucoup d'éléments, parce que c'est sûr que c'est un gros morceau de notre offensive qui est parti quand il a pas été capable de venir avec nous en séries éliminatoires. Oui, avec le nombre de temps qu'ils pratiquent avec Jonathan, il y a une chimie entre eux inégalable, ça c'est sûr. Mais je pense que la mentalité qu'on a chez les Carabins de l'Université de Montréal, c'est next man up. Je pense que du côté des receveurs, il y avait tellement une immense compétition du début à la fin. Puis on va se le dire, à chaque semaine, il y avait des nouveaux joueurs. À chaque semaine, il y avait des rotations. Je pense que ça prouve quand même que on a été capable de se rendre où qu'on voulait sans ce morceau-là. Puis je pense que tout le monde a été capable de s'adapter à cette difficulté-là ou à cette grosse perte-là. Puis je pense que même si ça nous a coûté cher puis ça a été difficile, je pense que les joueurs qui ont été capables de step up ont absolument bien fait leur job. Puis je pense qu'on donne un crédit justement aux 100 joueurs qui pratiquent day in, day out dans les meetings et dans les pratiques avec nous. Maintenant, Carabin, tu vas être un Carabin toute ta vie, ça ne changera pas, mais tu ne joueras plus avec les Carabins. Ouais, malheureusement. C'est qui, là, dans les jeunes, là, que tu dis, OK, garde, c'est le prochain, là, tu sais, qui va, le prochain. Tu sais, je vais nommer un gars. On a vu LP Gauthier cette année, qui est un gars qui n'avait presque pas joué l'an passé. C'est sa deuxième année, partant toute l'année, mais à cause qu'il est du côté large, peut-être qu'il est moins attaqué, on voit moins de choses. Tu sais, ça se passait plus du côté court, c'est la nature de la bête. Je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si c'est un autre. Qui tu vois comme les prochains là, d'un jeune qu'on a moins vu peut-être ou quoi, tu sais, qui vraiment, OK, ces gars-là, surveillez-les dans les prochaines années d'après toi, là? Je pense que, comme vous l'avez mentionné, LP Gauthier, il y a un potentiel immense. Je pense que, justement, le fait que quand tu es demi-coin éloigné du côté fort, justement, tu n'es pas tant testé. Il n'y a pas beaucoup de balles, puis à chaque balle qu'il y avait, il faisait un jeu. Fait que je pense que ça démontre quand même son talent puis ses skills qu'il a. Sinon, fait que moi, je pense vraiment que ça va vraiment être un des joueurs clés pour les Carabins dans les années à venir. Je pense que quelqu'un comme Édouard Doyon, on se l'est dit, première game qu'il a joué, c'était la Dunsmore l'année passée. Premier jeu du match, BAU! Explose un joueur. Tout le monde s'est retourné et a fait « Ah ouais, OK, Édouard, il est comme ça. » Puis je pense que quand il est revenu sur le banc, même Denis était
était bouche bée, puis il était comme, wow, voir que je t'ai pas essayé avant. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose que, par rapport à lui, ça a vraiment été difficile sur son parcours, à cause que je pense que tout le monde passe par là de pas jouer beaucoup au début. Puis, tu sais, tout le monde essaie d'avoir des opportunités. Il y a des hauts, il y a des bas, tout ça. Puis je pense qu'il a vraiment prouvé, Edouard, que ça va vraiment être un des maraudeurs, je pense que c'est ça, safety, maraudeur, les plus dominants au Québec puis au pays, à cause que je pense qu'il est tellement talentueux. Puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui vont prendre la relève de mon spot, puis des spots des personnes qui partent. Je pense que Marc Souli va vraiment faire une bonne job. Mathis Bérubé aussi. À chaque fois, ces deux gars-là, je pense que je dois vraiment leur donner le crédit puis leur lever mon chapeau, à cause que day in, day out, ils savaient leur rôle qui était derrière moi. Fait que je pense que pour avoir passé là, c'est extrêmement difficile que quand tu arrives dans une saison, t'es gonflé à bloc, t'es comme c'est mon année, je vais jouer, je vais faire des jeux, nanana. Puis au fil du temps, tu réalises que les chances diminuent, mais ces deux gars-là, Mathis puis Marc, ont jamais arrêté. Ils ont toujours mis la pedal to the metal, all gas, no break. Je pense que dès le début, ils ont vraiment... C'était comme une friendly rivalité. Je pense que c'était vraiment une rivalité amicale entre nous trois, que à la fin de la journée, tout le monde pratique pour rendre l'autre meilleur. Fait que je pense que c'est vraiment cette mentalité-là qu'on a eu partout dans l'équipe. Puis je pense que ces deux gars-là, les games que moi j'ai été blessé, ou les games où que on gagnait par beaucoup, fait que les coachs ils me sortaient, ces deux gars-là ont été capables de step up au moment qu'il fallait. Puis je pense que ça démontre vraiment de pas abandonner no matter what, même si c'est pas facile, même s'il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup d'enjeux puis des défis qu'on doit faire face, à cause que t'as pas nécessairement tout le temps autant de terrain de jeu que tu veux. Puis je pense que ça l'a montré que les deux ont fait des jeux à chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité de me remplacer. Puis je pense que c'est une équipe où qu'on doit mettre notre ego de côté pour le bien-être de l'équipe. Je pense que ces deux gars-là ont absolument prouvé le parfait exemple de tu prends ton rôle à fond, à cœur, puis quand ta chance arrive, là, t'en manques pas. Puis c'est exactement ça qu'ils ont fait tout le long de l'année. Fait qu'encore une fois, je dois leur lever mon chapeau. On va surveiller ces gars-là, c'est sûr et certain. Je voulais te poser une question qui est un peu champ gauche. Champ gauche, ça reste que je vais te parler de foot pareil, mais qu'est-ce qui est plus difficile à aller jouer? Le PEPS, avec la foule, puis le gros, la grosse foule justement très partisane. Est-ce que c'est Sherbrooke avec le gazon puis le turf en même temps? Est-ce que c'est McGill où malheureusement il n'y a pas beaucoup de monde par rapport à grosseur? C'est un stade magnifique, mais quand tu regardes ça, même s'il y avait relativement beaucoup de monde, il peut y avoir 2-3 000 personnes, ça a l'air comme s'il n'y avait personne. Qu'est-ce qui est le plus tough? Ou je vais mettre évidemment Concordia aussi là-dedans. C'est quoi le terrain que tu trouvais? Puis je te parle pas de l'équipe, évidemment, c'est sûr que tu as eu plus de rivalité avec Laval. Mais je parle juste de terrain où tu dis, je suis le moins à l'aise à aller jouer. T'en avais-tu un? Je pense que malheureusement, moi, j'ai pas joué à Sherbrooke cette année. La game où on est allé à Sherbrooke, j'avais eu une commotion cérébrale, fait que j'avais décidé, en équipe, on avait décidé de pas me faire jouer. Mais si je me rappelle à l'année passée, sur le gazon, surtout comme sans rien leur enlever, la qualité du gazon est pas top notch, disons, surtout que il y a une moitié de end zone qui est en semi-turf de mini-pot qui glisse. Fait que déjà là, c'est hyper dangereux. Moi, personnellement, j'adore jouer à Québec. Ça me prime. C'est quelque chose qui m'allume, c'est quelque chose qui m'inspire de justement pouvoir jouer devant 25 000 fans qui t'insultent et qui sont contre toi. Amenez-en, remplissez-le le stade. Puis je pense que par rapport au bruit, au contraire, c'est quelque chose que nous, on embrace. On joue au Sepsum, qui est de loin le stade le plus bruyant au pays, on va se le dire. Puis je pense que malgré qu'on soit
quasiment 20 000 de moins que Québec. Notre foule est tellement bruyante, puis comment les installations sont faites, c'est tellement écho. Surtout que à la défensive, nous, on veut du bruit. Puis je pense à le prouver contre Québec, c'était offside après offside, qui s'entendait même pas. Puis je pense que moi, sur le terrain, le monde qui me voit jouer, hey, je veux l'énergie du crowd, continuer à crier. Puis je pense que c'est quelque chose que nous inspire puis nous donne encore plus d'énergie à aller à fond, à 110%. Fait que je pense que à Québec, malgré qu'ils sont beaucoup, souvent c'est l'offensive qui est contre nous. Donc, c'est sûr que le bruit est moins fort quand c'est nous qui est à la défensive. Mais je pense que côté jeu puis côté confort, je pense que Sherbrooke, c'est de loin qu'est-ce que j'aime le moins jouer. Maintenant, what's next pour toi? Est-ce que... Parce que là, je revérifiais mes affaires. J'ai dit, ben écoutons, il n'a pas été repêché l'année passée dans le CFL. C'était une décision de ne pas te rendre disponible ou c'était un choix que les équipes ont mal fait de ne pas te prendre? Comment c'est arrivé de 1? Puis cette année, est-ce que tu peux retourner au repêchage ou tu es joueur autonome? Comment ça fonctionne tout ça? Dans le fond, l'année passée, quand c'était la date pour la décision si je déclarais ou non pour le repêchage, dans le fond, j'ai consulté ma famille, mes parents, mes entraîneurs, tout ça. Puis, on a pris la décision de repousser mon repêchage à cette année. Fait que dans le fond, ça a quand même été une situation cocasse, disons, que là, je parle avec mon entraîneur Marco, on envoie à la ligue que finalement, je défère mon draft. Fait que ça va aller à l'année prochaine. Parfait, la ligue accepte, pas de problème. Comme ça, c'est juste normal. Là, quelques mois plus tard, téléphone, il sonne, Marco m'appelle, il dit « Ouais, finalement, tu pouvais pas défaire ton draft, puis le combine est dans 2 semaines. » Là, pardon? C'est à cause qu'il y a une différence entre s'entraîner avec l'équipe, comme cardio, entraînement, tout ça, puis se préparer pour un combine. À cause c'est vraiment des exercices spécifiques, tout ça. Fait que là, moi puis Marco, on est comme un peu bouche bée par rapport à l'appel de la Ligue canadienne. À cause ils sont comme ouais, finalement, on a fait une erreur, il peut pas défaire. Fait que là, nous, on est comme OK, fait que what's next, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, finalement, moi et Marco, on se met ensemble, on est comme OK, check. On rappelle la Ligue, on leur dit c'est vraiment du n'importe quoi. Si je pouvais pas, vous auriez juste pas dû accepter il y a 2-3 mois, je m'aurais entraîné puis j'aurais été confiant. Parce que on s'entend que le combine puis le draft, c'est un des plus gros moments de ta vie pour passer au prochain niveau. Parce qu'il y a beaucoup de recruteurs, justement, ils se basent sur tes résultats de tests pour, justement, à quel ordre ou à quel moment ils sont prêts à te repêcher. Fait que là, finalement, on appelle la CFL. Là, ils sont comme back and forth. Ils sont comme, OK, regarde, on va faire une exception pour toi. On va accepter que tu défères à l'année prochaine. À cause que selon la règle, c'est que si tu veux déférer, il faut qu'il te reste 1 an d'éligibilité. Puis moi, cette année, c'est terminé no matter what. Fait que c'est comme si après ma première année après la COVID, techniquement, j'aurais été éligible. J'aurais pu défaire à l'année passée. Puis là, ça aurait été correct. Mais là, moi, après la COVID, c'était genre ma 2e saison avec les Carabins. 2e saison, mais 3e année avec la COVID. Fait que là, moi, il y avait aucune chance que je fasse ça. Ça me servait à rien. Fait que là, défaire à l'année passée, finalement, on est correct pour cette année. Finalement, ils ont accepté, ils ont admis que c'était une erreur administrative. Fait que je vais être éligible pour cette année, justement, le combine qui est à peu près en mars, plus ou moins. Fait que je pense que disons que la semaine passée, c'était plus une semaine de célébration, disons, on peut dire ça comme ça. Cette semaine, c'est vraiment 100% repos, puis on essaie de rattraper un peu l'école qui était pas nécessairement dans le cadre des dernières semaines. Puis, je vais commencer à m'entraîner pour le combine à partir de la semaine prochaine. Fait que moi, j'ai déclaré pour le draft. Je pense que j'ai relativement des bonnes chances d'être pris au repêchage. On garde les doigts croisés. J'espère rester en santé. J'espère bien performer dans le combine. Mais je pense que personnellement, je suis quand même optimistique par rapport à mon repêchage pour dans les prochains mois.
Est-ce que les équipes ont le droit de te parler avant, ne serait-ce que juste pour faire une genre d'entrevue, savoir quel genre de personne t'es? Comment ça fonctionne par rapport à ça? C'est quand même des étapes assez strictes par rapport à ça. Oui, il y a certains recruteurs que, selon leur emploi ou leur fonction, ils ont le droit de venir en pratique, puis regarder, prendre des notes sur comment je performe. Puis ça, c'est arrivé quand même à plusieurs occasions durant la saison. Fait que déjà là, voir qu'il y a plusieurs équipes qui viennent me voir en pratique durant la saison me démontre qu'il y a quand même un intérêt envers moi pour le prochain niveau. Les entraîneurs-chefs, les GM, ils pourraient pas juste m'appeler en ce moment pour me dire « Hey, ça va-tu? » Nanana. Mais exemple, en pratique, quand je vois un recruteur, ben obviously, je vais aller lui parler, je vais aller me présenter, je vais aller jaser un petit peu avec lui à cause que souvent, ils sont même pas, des fois, ils ont du gear de l'équipe, des fois, ils ont pas de gear. Fait que des fois, c'est le fun d'échanger justement par rapport à ça, par rapport à eux ou qui me voient, souvent, c'est ça. Mais, rendu au combine, c'est vraiment des étapes claires que, c'est là, à ce moment-ci, que on fait beaucoup d'entrevues. Fait que c'est comme des entrevues vraiment d'emploi que je m'en vais là-bas, je vais rencontrer le head coach, je vais rencontrer le position coach, je vais rencontrer le GM, le président, tout ça. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, il faut quand même que ça soit un match des deux côtés. Il faut que les deux, on s'entende bien pour savoir si ça vaut la peine de quand même utiliser un choix de repêchage. On va se le dire, dans la CFL, il y a pas beaucoup de rounds, il y a pas beaucoup de choix, il y a pas beaucoup d'équipes. Fait qu'il faut vraiment que ça soit un bon match. Fait que ça va être rendu dans la semaine du combine, à cause le combine, c'est environ 5 jours. Fait que durant-ci, il y a vraiment une période d'entrevue. Fait que pour moi, je vais autant me préparer physiquement pour les tests que me préparer à connaître le nom des head coach, le nom des coachs, le nom des DG pour justement avoir cette certitude-là que j'ai fait mes devoirs de mon côté pour leur prouver que hey, je veux aller au prochain niveau puis je suis vraiment prêt à aller all-in. Tu parlais de faire ses devoirs. Comment on fait ses devoirs d'école dans tout ça? Tu parlais justement, bon, t'as préparé pour tes éliminatoires, t'as préparé pour la Vanier. Fêter la Vanier. Après ça, t'as préparé pour tout ce qui va avec. Puis être un étudiant là-dedans. Je sais que Marco Diadeluca, puis tous les coachs le disent, là, Glenn Constantin, il est pareil. J'ai jamais parlé à un coach, puis peu importe le sport, soit dit en passant, tu sais, qui est pas impressionné par ce que ses étudiants athlètes font. Cette organisation de temps, est-ce qu'on s'habitue à ça? Est-ce que ça devient la norme puis c'est correct? Est-ce que c'est fou puis t'as hâte de passer à d'autres choses? Ou est-ce que c'est juste, regarde, tu t'habitues jamais, je sais pas comment te dire ça, je sais pas comment tu deals avec ça. Puis je comprends qu'il y en a des pires parce que il y en a, tu le sais, qui étudient en médecine, puis il y en a, tu sais, il y a tout le temps pire que nous dans la vie, mais à quel point, justement, cette conciliation de sport de haut niveau avec moments de performance importants, puis moments clés, justement, pour votre carrière, des préparations à des repêchages, des choses comme ça, comment vous arrivez à concilier ça avec le fait que hey, j'aimerais juste retourner chez nous, aller relire mes notes de la journée ou j'ai un examen demain, puis juste être normal, puis chiller, whatever. Vous autres, quand est-ce que vous chillez, justement? Quand est-ce que c'est aussi... Est-ce que tout est organisé au quart de tour? Même, je fais le party de telle heure à telle heure. Cette soirée-là, j'ai le droit, c'est correct, je peux me péter à la face, mais c'est la seule, elle est prévue dans l'année. À quel point? Je pense que malgré, à cause, on va se le dire, les joueurs de foot, on est vraiment désorganisés. Là. À part si, exemple, t'es en médecine, en pharmacie, si, exemple, t'es en droit, tu sais vraiment dans les programmes quels gars sont plus sharp que les autres. Là. Mais je pense que c'est toute une question de sacrifice puis de décision. Tu sais, on va se le dire, moi, exemple, un party un vendredi, la veille d'une game, c'est impossible pour moi. Un party, comme moi, je vais au HEC. Les 4 à 7 le jeudi, impossible. Je vais pas négliger tous les sacrifices que je fais puis tout l'effort que je fais pour aller faire la fête à mon école. Fait que je pense que c'est toute une question de sacrifice puis de décision, mais malgré l'inconfort, on devient confortable. Malgré la souffrance que, hey, on dort pas beaucoup, on étudie jusqu'aux petites heures du matin, on fait ci, on fait ça, mais je pense que moi, personnellement, on s'habitue, mais
je suis quand même grateful à cause que je le sais, grateful puis reconnaissant d'être dans cette position-là, à cause que je pense qu'il y a des milliers et des milliers de joueurs qui voudraient être dans notre position puis qui ils voudraient faire tout ce qu'on fait en ce moment. Fait que je pense que malgré que des fois, ça me tente aucunement de faire comme, OK, là, je reviens de ma pratique, il est 11 heures puis je dois me taper un 3 heures d'études. Des fois, c'est tough. Des fois, c'est ça, mais je pense que c'est tout dans le commitment qu'on fait envers nos joueurs, envers notre programme, envers notre éducation. Fait que je pense que on n'a pas le choix de performer autant sur le terrain qu'en classe, parce que sinon, on n'est juste plus éligible. Fait qu'on a comme un devoir d'étudiant athlète de devoir faire tous ces efforts-là, puis oui, de moins dormir, oui, de pas être autant libre que les personnes qui font pas de sport. Je pense que d'une façon, j'ai hâte que ça soit terminé, mais non en même temps, à cause que je pense que en ce moment, je vis sûrement les plus belles années de ma vie, de pouvoir concilier, jongler avec tout ça. Oui, c'est extrêmement difficile, mais à la fin de la journée, c'est quelque chose que j'aime. À cause ça fait 18 ans que je suis un étudiant athlète, ça fait 18 ans que je le fais. Fait que je pense que dans la souffrance, il y a quand même un bonheur inné à l'intérieur de moi que j'aime ça. Pouvoir dire que hey, je suis capable de me dépasser, puis je suis capable de faire quelque chose que 99% de la population serait pas capable de faire. En dehors du foot, parce que clairement, tu as une passion. Il faut avoir une passion pour se rendre jusqu'où tu te rends. Puis je dis vous, parce qu'en réalité, toute la gang de gars que vous êtes à le faire, puis je pourrais dire de filles dans d'autres sports, puis peu importe, mais rendu à ce niveau-là, ça prend une passion un minimum, tu sais. Mais en dehors du foot, si le foot devait arrêter là pour X raisons, là, puis personne qui souhaite rien de mal à personne, peu importe. De toute façon, ça va arriver. Tu joueras à 65 ans, tu seras pas probablement pas en train de jouer professionnel au foot. C'est quoi qui allume Kaylin Smith? Moi, honnêtement, moi au HEC, je suis en train de terminer mon bac en développement durable et marketing. Okay. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui m'inspire vraiment beaucoup. Depuis que je suis jeune, j'ai vraiment un de mes rêves, c'est de partir ma propre compagnie. Fait que je pense que ça, c'est vraiment comme pouvoir créer une organisation comme ton propre enfant, puis de l'avoir grandir, l'avoir grossir, c'est quelque chose de vraiment important pour moi, puis que je souhaite sincèrement accomplir plus tard. Moi, déjà, en ce moment, j'ai déjà ma petite compagnie sur le côté que je fais des collections de vêtements, mais qui sont associés à une certaine cause. Fait que là, je suis en train de finaliser mon 3e projet en ce moment. En 2020, j'avais fait un projet que c'était des chandails puis des crewnecks que c'était en lien avec le Black Lives Matter Movement. Fait que les profits étaient directement allés à Jamaican Association of Montreal. Fait que tous les profits avaient été comme fait une donation à cet organisme-là à but non lucratif. Ensuite, en 2021, j'avais fait une autre ligne de vêtements, une autre collection de vêtements, des chandails puis des hoodies avec une quote derrière. Puis ça, c'était vraiment plus axé envers les femmes de notre monde qui vivent aussi beaucoup d'injustice. Fait que c'est surtout dans des projets vers l'injustice. Puis on avait fait association avec The Shoebox Project qui aide vraiment les femmes victimisées ou qui sont en risque de itinérance ou des choses comme ça. Fait que encore une fois, les dons avaient été directement envoyés à eux. Puis en ce moment, le projet que je suis en train de terminer, c'est sûr qu'avec les séries, le projet a été mis sur pause à cause que c'était vraiment too much, mais je pense que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je vais rembarquer à cause que je suis au point de finaliser. Puis justement, je vais m'associer avec Mission Bon Accueil. C'est quand même une très grosse OBNL ici à Montréal. Puis encore une fois, moi j'ai des contacts avec un de mes amis qui fait des meal prep, puis qui a une compagnie de catering. J'ai pas le mot en français catering, mais tout ça fait que lui, il fait des meal prep, il fait des repas. Puis lui aussi a des contacts dans Mission Bon Accueil. Fait que c'est comme un triangle que tout le monde est connecté. Puis justement, l'idée derrière ça, derrière mon 3e projet, c'est que chaque vêtement acheté va fournir 2, 3 ou 4 repas
à des itinérants ou des personnes dans le besoin de nourriture. Fait que je pense que ça montre ma dedication, mon désir de vouloir aider le monde dans un sens positif, que chaque chandail est pas nécessairement juste du tissu ou juste, c'est pas pour faire des profits, c'est vraiment juste pour aider ma communauté, à cause que je me dis, à la position que j'ai en ce moment, je suis quand même chanceux d'avoir autant un grand réseau. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me parlent par rapport à ça. Fait que j'ai quand même la chance de connaître beaucoup de monde puis beaucoup de monde qui me connaissent. Fait que je pense que j'adore utiliser ma plateforme puis mon nom pour justement rendre le monde meilleur. Fait que je pense que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, en espérant que ça puisse concrétiser puis que je puisse terminer mon 3e projet. Ah ben bravo, c'est vraiment c'est des sacrées belles initiatives. Bonne chance là-dedans. Puis garde, si je peux te donner un coup de main, tu ne gênes jamais, tu m'écriras on the side, puis c'est très gentil. Ça me fera plaisir. Dernière chose, j'oserais avec toi pendant 2 heures de temps. Pareillement, c'est pareillement. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Est-ce que c'est d'être repêché par les Alouettes? C'est-tu juste d'être repêché? C'est-tu autre chose qui n'a pas rapport au foot? Qu'est-ce qu'on te souhaite, là? Qu'est-ce que tu veux le plus prochainement? C'est difficile à dire à cause que je pense, personnellement, ça serait un rêve ultime d'être repêché pour les Alouettes. Vous savez, mon père a joué longtemps pour eux, de juste pouvoir suivre ses pas dans la même organisation, de rester à la maison, de pouvoir représenter puis jouer pour une des plus belles villes du monde, Montréal. Ça serait vraiment quelque chose de quasiment inimaginable. C'est vraiment un rêve incroyable. Mais à la fin de la journée, mon rêve... Ça, désolé. Est-ce que vous m'entendez? J'entends, mais je te vois plus. OK. Cam. Bon, je vais terminer là-dessus. Dans le fond, c'est sûr que moi, depuis que je suis jeune, un de mes rêves, c'est de jouer professionnel. Fait que je pense que je vais être heureux, peu importe j'aboutis où, peu importe c'est qui me repêche, c'est sûr que pour moi, ça va être un accomplissement, un rêve de pouvoir poursuivre ma passion en étant payé. Je pense que chaque joueur qui commence comme ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on désire. Fait que pouvoir jouer professionnellement, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important pour moi. Ben, ça tombe bien, regarde, on finit en te retrouvant le visage. Ouais. Tout va bien. Écoute, Caelan Smith-Saint-Cyr, ça a été un énorme plaisir de jaser. Pareillement. Un grand plaisir de te regarder jouer pendant toutes ces années avec les Carabins. Franchement, un gars extraordinaire. Je te souhaite le meilleur et au football et dans le reste de tes projets parce que franchement, je crois que tu as la tête à la bonne place. Tu as clairement une attitude super agréable, vraiment. Fait que je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir fait cette entrevue-là. Puis félicitations pour et ta carrière, puis surtout la grosse fin avec la cerise majeure sur le Sunday. Exact. Merci beaucoup. C'est grandement apprécié. Salut. Merci. Bonne journée. Bye.